Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la 3e option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre 4e option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile.
Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle... En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ces caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux.
Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes s'est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes en corps célestes. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite,
libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent Planète 9, tandis que d'autres préfèrent Planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire, y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton.
Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas,
Ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas être sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites
autour de los nouveaux centres galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années. Donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluie de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années. Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ses anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implantes cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planète surpeuplée, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde. Et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter.
À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années, et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute voix s'évanouir. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah.
Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, Osiris-Rex a été renommé Osiris-Apex et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors Osiris-Apex qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. Osiris-Apex va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. Osiris-Apex possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire.
Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Le télescope spatial James Webb ou JWST est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors, si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elles. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité, échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formations stellaires et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète. Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même 2 de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas?
Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de Chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour, et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale. La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés. Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre 2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas ? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire, et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre. Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'actions et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi,
Voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir. Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'observatoire de rayonnement gamma Compton, l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème, et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent ? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faible luminosité qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant, elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble, comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert 2 nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées
Nix et Hydra et a étudié la surface changeante de la planète naine. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète naine. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matière lourde, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tache sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leurs galaxies hôtes, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang.